Bonjour, merci à tous. Je ne sais pas si vous avez une image en gros plan, j'espère pas. Moi, j'ai une image. Ah, si, quand même. Bon, mais ça contrastera peut-être avec la modestie de mon propos aujourd'hui, que je voudrais relativement personnel. Donc, il se trouve que parmi les récits récurrents et concurrents qui sont convoqués dans le résumé de cette demi-journée, il en est un qui concerne non pas tant l'art contemporain, que le contemporain lui-même. C'est à lui, comme tu l'as dit, Alyosha, que j'ai consacré une grande partie de mon énergie ces dernières années. Peut-être certains de mes amis que j'ai vus ou entendus sont déjà fatigués à l'idée que je vais en reparler. Mais il se trouve qu'il y a 3 ans, j'étais invité à une conférence, ce qui m'arrivera 2 fois encore, intitulée Qu'est-ce que le contemporain? Alors que j'en avais moi-même organisé une et que le livre de Giorgio Agamben avait eu le succès que l'on sait quelques années auparavant. Il y a déjà quelque chose qui me semble résonner avec le thème de la demi-journée, à la fois une globalisation, en tout cas une multiplication, une fragmentation d'une interrogation sur le temps, ou plutôt sur la temporalité. Cette récurrence m'a surpris et je me suis donc obstiné, je dois dire, à l'interroger. Et j'ai remarqué que depuis 10 ans, mais c'était en fait assez récent, depuis 10 ans, la question qu'est-ce que le contemporain traverse le monde et les langues. C'est en 2004 qu'on le repère la première fois sous la forme Qu'est lo contemporáneo à Rosario en Argentine, dans un fanzine au rayonnement très très local. Puis la seconde fois, comme on le sait sûrement, c'est à Venise qu'on l'entend, en italien, et c'est Giorgio Agamben qui en est l'auteur. Puis sous la forme Qu'est-ce que le contemporain, elle a été posée 2 fois en France. Elle revint en Italie en 2010, puis on la retrouve à Santiago du Chili en 2011 et dans la revue Pylone belge cette même année-là. Une fois le livre d'Agamben traduit, on l'a lu enfin en anglais, notamment à l'université Stanford en 2012, puis en 2014 à l'université St Andrews où je me trouve. Entre-temps, cette préoccupation d'époque a connu quelques variations, notamment sous la forme d'un questionnaire intitulé The Contemporary par la revue October. Je pense que certains d'entre vous le connaissent, qui a voyagé dans le monde de l'art, repris, révisé, augmenté, attaqué de New York à Hong Kong, en passant par Berlin et New Delhi. Récemment, c'est un contemporain aujourd'hui qui a prolongé le débat à Sao Paulo. Des mondes donc d'une très grande diversité, peut-être même d'une diversité jamais atteinte, se sont reconnus distinctement et mutuellement dans un mot qui signale, signant la formation d'une identité historique, au moins une préoccupation commune et probablement conflictuelle sur le temps, l'histoire, l'espace, sur la manière de les habiter et de former des subjectivités et des communautés, sur les représentations, sur les techniques, sur les imaginaires. Ayant, comme je le dis, passé plusieurs années à observer les localisations de cette substantivation, cette montée en substance dans le substantif contemporain, me frappe ce mélange d'unité et de diversité. Unité de la désignation, diversité de ses significations, ce qui me semble correspondre à la dialectique totalité-fragmentation qui anime la demi-journée. Et au lieu que cette unité du nom explose sous les coups de boutoir de la multiplicité, elle n'en est plus que consistante, elle en est encore plus consistante, pardon, comme si elle recevait sa pleine signification de ces incessantes disputes. On peut comprendre, par ailleurs, qu'un métamot de la relation et du partage se soit imposé comme marqueur d'époque. Partage ne veut pas dire accord ou consensus, ou du moins pas toujours. Partage signifie prendre part. L'hypothèse est donc que ce métamot du partage et de la relation s'est imposé car celles et ceux qui prennent part au même temps n'ont jamais été aussi nombreux et divers, et surtout conscients de l'être, et probablement jamais autant en désaccord. Chacun vient avec son propre temps, sa propre conception du temps, sa propre temporalité. Si bien que ce même temps ressemble plus à une synchronisation de temporalités multiples, une cotemporalité. C'est difficile alors de présenter une vision univoque du contemporain et de comprendre exactement ce que contemporain veut dire. Ou plutôt, il m'a été très difficile de le faire avant de mener une longue enquête. Si je n'y parviens que maintenant, c'est qu'il fallait en passer par un progressif dessaisissement. Un dessaisissement de mode épistémologique qu'on pourrait qualifier de moderne. Cet a priori, c'est donc le dessaisissement d'un a priori qui orienterait toute notre réflexion
sur l'identité historique. Cet a priori, on peut aisément le formuler. Il consiste à penser que le contemporain est un nouveau moderne, ce qui signifie au moins deux choses. D'une part, qu'il constitue une nouveauté par rapport à un état antérieur, et d'autre part, qu'il est une séquence historique qui se substitue à une autre, car pour cet imaginaire, l'imaginaire moderne, les séquences historiques inévitablement se succèdent. Mais ce mode de pensée, selon lequel la représentation moderne de la temporalité historique, qui est séquentielle et successive, et la temporalité historique elle-même, est précisément celui que le débat sur le contemporain met en crise. Et c'est précisément le sens du mot contemporain, à la fois comme un mot, c'est-à-dire un mot qui suppose composition, agencement et non séparation ou distinction, donc à la fois comme mot et comme mode d'être, autant que de ne pas rejouer la pensée moderne de la temporalité historique. Alors qu'est-ce que donc que cette temporalité historique moderne? On peut aborder la modernité en premier lieu comme une conception singulière et homogène du temps, totalisante, si on veut. C'est un temps qui passe et ne revient pas. La modernité est une brisure, une séparation, une conception du monde fondée sur la distinction. Dans le texte essentiel qu'il lui a consacré, le théoricien de la littérature Hans Robert Jauss ne cesse en effet d'investir le vocabulaire du passage irréversible, de la frontière, de la séparation qui serait motivée dans le mot moderne. Je le cite. Dans la langue de tous les jours, moderne marque la frontière, c'est le terme qu'il utilise, entre ce qui est d'hier et ce qui est d'aujourd'hui, entre l'ancien et le nouveau dans tous les domaines. Jauss évoque à cet endroit une vision de la modernité qui est issue du 19e siècle européen, mais il rappelle que cette signification du mot, reflétant une expérience du temps, consistant en une élimination du pensée, est en un sens originel, dans la mesure où c'est exactement elle qui motive l'imposition du mot moderne au début de l'ère chrétienne. Je le cite encore. Dans ces occurrences les plus anciennes, le mot n'a d'abord que le sens en quelque sorte technique impliqué par son étymologie. Il marque la frontière de l'actualité. Voilà le mot. Le mot moderne implique une représentation du temps fondée sur la frontière. De cela, bien sûr, nous avons hérité, comme nous avons hérité de la conscience d'être sortis d'une ère révolue et de vivre les débuts d'une ère nouvelle. C'est encore les mots de Jauss. Ce qui signifie plus profondément que nous avons hérité d'une conception du temps conçue comme une suite d'ères. Sortir, entrer, sortir, entrer. Le temps est une suite de stations d'un parcours irréversible. La modernité, que ce soit celle des temps modernes, celle des Lumières ou celle de la modernité, entre guillemets, celle du 19e siècle, radicalise cette conception pour en faire son idéologie exclusive. Latour, dans son livre important « Nous n'avons jamais été modernes », écrit ceci. La flèche du temps est sans ambiguïté. On peut aller de l'avant, mais alors il faut rompre avec le passé. On peut choisir de retourner en arrière, mais alors il faut rompre avec les avant-gardes modernisatrices, lesquelles rompaient radicalement avec leur passé. Jusque-là, Jauss serait probablement d'accord, mais peut-être moins avec ce qui suit. Ce diktat organisait la pensée moderne jusqu'à ces dernières années, sans bien sûr avoir de prise sur la pratique de la médiation, laquelle a toujours mélangé des époques, des genres et des pensées aussi hétérogènes que celles des prémodernes. Deux représentations du temps se différencient donc. L'une sous la forme de la flèche, l'autre sous celle des mélanges. La première est moderne, la seconde, selon Latour, est prémoderne. J'ajoute, et d'une certaine manière, c'est la proposition que je ferai, qu'elle est aussi contemporaine. Il ne s'agit en aucun cas de dire que le contemporain est un retour au prémoderne, il s'agit de comprendre le contemporain comme la levée, la suspension de la représentation du temps comme flèche, c'est-à-dire de la parenthèse moderne. Il renoue avec ce que le temps est, hétérogène, mélangé, que ce soit sur le plan des subjectivités ou des collectivités. En ce sens, le contemporain est bien non moderne ou amoderne. Il ne peut pas être cette séquence ultra-moderne, ce dernier moderne, son ultime actualisation, qui nous soulagerait d'un effort de pensée. Il est un autre mode d'être au temps, à l'histoire et au monde. Le mot contemporain saisit donc le problème de l'identité historique exactement là où il se pose, dans l'imaginaire du temps.
Non seulement à l'imaginaire de la séparation, il impose un imaginaire de la confraternité, de la coexistence, mais en plus il renoue avec les autres imaginaires non modernes, tout en n'effaçant pas le diktat moderne qu'il porte en lui. Des superpositions, comme l'implique son préfixe cum, et non des substitutions, ce qui serait mon slogan pour penser l'au-delà des effets magiciens. Mais alors, que s'est-il passé pour que la temporalité moderne n'apparaisse plus que comme une possibilité comme parmi d'autres? Pour que la temporalité ne soit plus conçue comme un donné, mais comme une élaboration ou une variante? Pour que toutes ces temporalités deviennent cotemporelles, c'est-à-dire contemporaines. Le schéma moderne est minoritaire, mais a été largement hégémonique. Il est désormais submergé par d'autres histoires, il craque, il ne tient plus. Il apparaît presque comme une incongruité face à la majorité non moderne. C'était la liaison systématique, dit Latour, en un tout cohérent qui faisait le flux du temps moderne. Le flux est désormais turbulent, il s'ouvre au brouhaha, au mélange. Mon postulat est que le brouhaha fournit le sens philosophique, esthétique et politique du contemporain, qu'on considère de manière épocale, comme notre époque, ou modale, comme un mode d'être historique, ou encore de manière notionnelle, disciplinaire et institutionnelle. Longtemps discipliné, ce brouhaha s'impose désormais comme marqueur historique de notre temps et comme mode de relecture de l'histoire. Si le moment contemporain se distingue, c'est qu'on y reconnaît volontiers que non seulement le brouhaha le caractérise, mais plus encore qu'il a toujours caractérisé le présent, dont la définition forme un champ de controverse ininterrompu. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel brouhaha. Ce ne sont pas selon les époques les mêmes personnes qui parlent dans les mêmes lieux, sur les mêmes sujets, avec les mêmes enjeux. Les différences historiques tiennent essentiellement à ces variations qui relèvent de la configuration des sphères publiques. Participer à l'élaboration du présent est un privilège qui a évolué avec le temps. Alors évidemment, cette reconnaissance pose un problème à l'essayiste qui souhaite en parler et me pose un problème depuis plusieurs années. Comment rendre compte du brouhaha sans le discipliner et sans se laisser gagner par lui? Car si les récits trop ordonnés paraissent suspects, il semble impossible d'aborder cette multiplicité de fronts et encore plus impossible de la faire voir, percevoir ou comprendre. La multiplicité exige une stratégie et une porte d'entrée. Puisqu'il s'agit de faire entendre des expériences, je crois, pendant ces 3 jours, que les uns ou les autres nous traversons, je parlerai, pour finir, de la mienne. Je suis donc parti de ce 3e temps de l'histoire du mot, qui depuis une dizaine d'années l'a transformé en substantif, notamment grâce à la multiplication de la question « Qu'est-ce que le contemporain ?» qui s'est déployé à travers le monde et a ainsi révélé un vaste mouvement d'enquête critique. Voilà la porte d'entrée que j'ai choisie, la trame d'une enquête et presque un scénario qui m'a permis de naviguer de Rosario, comme j'en ai parlé tout à l'heure, à Stanford, d'un centre d'art contemporain provincial à un des centres du monde académique, car grâce au pouvoir archivistique des nouvelles technologies et cette simple requête « Qu'est-ce lo contemporaneo ?» lancée dans n'importe quel moteur de recherche, Zoom, un fanzine au rayonnement local, se trouve à l'origine d'une interrogation presque globale qui nous conduit un peu partout dans le monde. Et quelques étudiants en communication, quelques artistes, quelques penseurs en herbe se trouvent à dialoguer avec les stars de la théorie. La thèse serait celle-ci: jamais interrogation sur l'identité historique n'a été si largement partagée et diversement, j'insiste, globalisée. Ce qui signifie tout autant, jamais les controverses potentielles et actuelles n'ont été aussi intenses et politiques. La méthode suit, pour rendre justice à cette thèse, il m'a fallu arpenter virtuellement le monde et écouter. Écouter une multitude d'acteurs, et cette fois-ci en triant le moins possible, en n'effaçant pas leur présence. Cette méthode s'oppose à une méthode que je qualifierais de plus moderne, disons, celle qui consisterait par exemple à utiliser le livre de Giorgio Agamben, qui en consacrerait la parole définitive, à la fois rétrospective et prophétique, et elle analyserait tous les phénomènes de la contemporanéité à cette œuvre. L'enquête que je mène fait tout autre chose. Bien sûr, elle prend en compte ce livre, mais elle l'introduit dans une série et en observe les conditions de possibilité, d'existence. Elle en fait un élément d'un milieu plus large. De ce milieu émergent les principales caractéristiques du contemporain, l'indistinction, l'inséparation, la cotemporalité, la pluralisation des espaces publics, la déhiérarchisation.
Il ne s'agit pas de construire un récit du contemporain qui tenterait d'unifier ce qui ne peut pas l'être autour d'un centre fictif, mais de documenter des histoires. Et en écoutant Romain Bertrand parler tout à l'heure, notamment de cette écriture des histoires connectées, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était bien parce que nous étions entrés dans un imaginaire contemporain de la temporalité que la possibilité d'écrire une histoire connectée était apparue. Euh, on comprend peut-être mieux l'enjeu formel que je me suis donné, puisqu'il s'agit de penser et d'écrire sur le contemporain sans reproduire des modes herméneutiques, linéarité, successivité, séquentialité que le contemporain met en crise. J'avais prévu de vous donner un exemple, mais comme on est très en retard, je préfère m'arrêter là, vous remercier et être prêt pour un débat. Merci.